Trick Play. Aujourd'hui, on continue les previews. On a eu légèrement du retard, mais on y est. C'est bientôt terminé, sachant qu'en plus, les premières semaines, les premiers matchs ont déjà démarré en college football. Et aujourd'hui, on va présenter un gros morceau. Donc, on vous en voudra pas si vous ne terminez pas cet épisode, mais terminez-le quand même, s'il vous plaît. C'est l'ACC, donc ACC, pas confondre avec l'ACC SEC, la SEC. Donc, on parle bien d'ACC aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on va présenter pas mal d'équipes. Il y aura North Carolina en tête de gondole, Notre-Dame, Georgia Tech, Virginia Tech, Pittsburgh, Miami, Virginia, encore Duke. On va démarrer tout de suite avec North Carolina. Et je vous ai pas fait le teasing, mais c'est vrai qu'il y a Notre-Dame cette année en ACC. Voilà, c'est la petite nouvelle. La grosse nouvelle même, je veux dire, pour cette saison, Notre-Dame qui normalement n'appartient à aucune conférence et puis là qui a été ajoutée à l'ACC à cause du Covid. Donc on aura l'honneur d'avoir la présentation de Notre-Dame par Augustin tout à l'heure. Et en plus de ça, bien entendu, cette saison, à cause du Covid, encore une fois, il n'y a pas d'ACC Est et Ouest. Donc voilà, il n'y a qu'une seule conférence qui n'est pas divisée en deux divisions comme d'habitude. L'ACC Atlantique et l'ACC Coastal, donc il n'y aura qu'une seule conférence, pas divisée. On va démarrer tout de suite aujourd'hui avec le plus gros morceau, je dirais. On en parlera plus tard, mais derrière Clemson, c'est sûrement la deuxième meilleure équipe d'ACC, sans compter Notre-Dame qui s'est ajoutée, bien sûr. C'est North Carolina, les Tar Heels de North Carolina à Chapel Hill, qui seront présentés par Augustin et moi-même, Augustin de Notre-Dame, qui va démarrer la preview de North Carolina. Salut Augustin. Du coup, voilà, c'est parti. Moi, je vais faire cette première partie de la preview. Alors, on va faire une petite rétrospective de North Carolina. Alors, la saison dernière, les Tar Heels ont vu revenir sur le campus de McBourne, qui avait entraîné l'équipe il y a bien 30 ans. Il réalise une saison en 7-6, un bilan de 7-6, 7 victoires pour 6 défaites, dont 4-4 en conf. Alors je rappelle juste pour les novices qui est McBourne. Donc déjà McBourne, c'est une des légendes un des coachs légendaires du college football. Il était coach des Tar Heels entre 88 et 1997. Il revient donc à UNC, peut-être c'est pour son barreau d'honneur. Entre-temps, il a été coach de Texas pendant 15 ans. Il a vu des joueurs incroyables. On a vu des joueurs incroyables sous son aile, comme des Vince Young et non pas des Michael Vick, comme j'avais dit auparavant. Son bilan sur toute sa carrière, c'est 251 victoires pour 128 défaites. Donc voilà, ça place le monsieur. J'en reviens au bilan de 2019, qui est un super bilan, parce qu'en 2018, ils avaient gagné que 2 matchs et en 2017, 3 matchs. Donc on assiste réellement à une renaissance des Tar Heels. Parmi ces 6 défaites cette année, il y en a beaucoup qui se sont jouées à rien. Elles se sont toutes jouées d'au moins un touchdown, dont une face à Clemson où ils perdent 22-21. C'est un match qui avait marqué la saison en ACC. North Carolina est donc tout proche d'avoir de bien meilleurs bilans et de peut-être devenir une grande équipe de college football. Donc cette saison, avec plus de 6 victoires, ça leur a valu un bowl. Et ça a été une victoire sans appel face à Temple lors du Military Bowl 55-13. Il faut dire qu'en fait l'arrivée de McBourne a changé la donne au niveau du recrutement, à commencer par Samuel en 2019 qui était un des meilleurs QB du pays. La QV 2020 s'annonce encore meilleure. Preuve que le programme s'inscrit dans l'avenir et que c'est pas juste un mouvement d'aubaine. Il y a pléthore de 4 étoiles et de 5 étoiles, dont un joueur dont vous allez entendre parler cette année, parce que de base, il devait être dans la QV 2021, mais il a décidé de se reclasser en 2020, c'est Tony Grimes. C'est un cornerback 5 étoiles, le meilleur cornerback du pays. On va passer au niveau de l'attaque, des points forts, des points faibles, des joueurs à suivre. Alors, je le dis haut et fort, je pense que c'est assez unanime ici dans le podcast et même de façon générale dans tout le college football. C'est peut-être la meilleure attaque du pays, dans le sens où c'est difficile de trouver plus sexy que cette attaque. Donc voilà, si vous aimez le beau jeu, les passes verticales en particulier, je vous conseille vraiment de regarder Samuel, le quarterback sophomore cette année de North Carolina. Donc il sera que sophomore cette saison.
Lors de sa saison en tant que true freshman l'année dernière, évidemment, il avait été la révélation du pays et il se place déjà comme l'un des meilleurs quarterbacks du college football. On l'a même mis. Samuel, ouais. Ah bah oui, bah, On l'avait mis troisième de notre voilà. classement des meilleurs quarterbacks qu'on fait en partenariat avec ActuFootball américain. Pour mettre dans le contexte, niveau stats, l'an dernier, Howell, c'est 3641 yards avec 61% de passes complétées et 38 touchdowns pour seulement 7 interceptions. Mais au-delà de ces chiffres, c'est surtout la capacité, à trouver constamment ses receveurs sur les tracés verticaux. Et il le fait avec tellement de facilité grâce à son bras énorme que c'est magnifique à voir en fait. Et voilà, quoi, il a les attributs physiques, il court un peu, il a le talent. Bref, c'est un énorme diamant. Et si je dis diamant, c'est parce qu'il est encore un peu brut, il reste à polir. C'est peut-être pour ça que North Carolina n'a pas réussi à gagner ses matchs de moins d'un touchdown l'an dernier. Voilà, il doit encore un petit peu s'améliorer sur les fondamentaux et il doit mieux gérer les fins de match. Howell a de la chance. Il aura une super escouade de receveurs à sa disposition. Une escouade menée par un duo vraiment incroyable, donc Dwayne Bourne et Daze Newsome. Bourne, c'est 2 touchdowns et plus de milliards. Et un fantastique catcheur. Donc je vous laisse imaginer sur les longues passes verticales de Howell ce que ça peut donner à un catcheur de son standing. Et Newsome, c'est aussi plus de milliards et 10 touchdowns. Donc voilà, 2 receveurs à plus de milliards. Niveau jeu de course, alors Howell, il pourra se reposer sur un duo plutôt talentueux et qui a été prolifique l'année dernière avec Michael Carter et Javonte Williams. Bien qu'ils aient pas mis assez de TD à mon goût l'an dernier. Ils sont sous-utilisés et je pense que c'est là où McBourne devrait peut-être changer son coaching l'an prochain en essayant de lâcher un petit peu la pression à Samuel en jouant plus au niveau de la course. Mais il faudra quand même faire attention parce que la O-line sera le point faible de l'attaque avec le départ pour la NFL de l'offensive tackle Charlie Heck. Voilà, il va falloir trouver un remplaçant assez fiable, d'autant plus qu'on sait que le poste de left tackle est tellement important en college football. Le reste de la O-line, les 4 autres gars sont de retour, mais ils n'avaient pas donné tant de certitude que ça. Donc voilà, c'est plutôt le point négatif de cette attaque qui ne demande qu'à progresser. Donc voilà, on va passer maintenant à la défense. À toi la parole, Elio. Je te remercie, Augustin. Et bien la défense, ouais, c'est un peu plus compliqué comme t'as pu le faire comprendre. Elle a quand même été assez à remous la défense la saison dernière. Hein. Il y a eu quand même des hauts et des bas. Quelques matchs un peu réussis et d'autres vraiment où la défense a coûté des défaites assez stupides, quoi. Mais ça reste quand même une défense qui est en pleine révolution. Hein. Il y a eu pas mal de bons commits, comme tu le disais, surtout pour 2020 et 2021. Donc, il faut voir encore plus dans le futur. Hein. Il y a l'arrivée des Edge, première année, Desmond Evans et Miles Murphy, qui sont les 4e et les 6e meilleurs du pays. Hein. Donc, ça va changer pas mal de choses sur la ligne. Il va y avoir une belle paire de safety aussi avec Jacorius Conley et Cameron Roseman-Sinclair. Le trio linebacker, il va surtout être emmené par le linebacker junior Chas Surratt, donc qui est attendu aussi pour la draft la saison prochaine, qui est un très bon linebacker. L'année dernière, il a eu 115 tacles, 6,5 sacs, un forced fumble, 3 passes deflection et une interception. C'est énorme pour un linebacker, c'est vraiment le patron de la défense. Au niveau des DB, eh bien, comme tu l'as dit, il y aura Tony Grimes, le freshman, qui peut être un excellent DB et après un excellent cornerback. Hein. Après, à voir, c'est un freshman. Il y aura aussi Storm Duck qui sera quand même une belle attraction la saison prochaine, sachant que la saison dernière, il a eu 2 interceptions, dont un beau pick six. Je crois que c'était pour sa première saison. Après, voilà, le backfield il va quand même avoir besoin d'un leader, surtout après le départ de Miles Dorn du côté des Vikings en tant qu'undrafted free agent. Au niveau du calendrier, eh bien, pour le calendrier, ça sera un premier match face à Syracuse. Hein, on fait coucou à notre pote Syracuse France. À domicile, un deuxième match face à Charlotte, c'est les 49ers à domicile, déplacement à Boston College, match à domicile face à Virginia Tech, déplacement à Florida State, match à domicile face à NC State, match à l'extérieur face à Virginia, match à l'extérieur face à Duke, domicile face à Wake Forest. D'ailleurs, Wake Forest, petite interlude, mais j'ai entendu dire qu'il y a un compte qui allait bientôt se créer sur le Twitter français, à voir.
Match à domicile face à Notre-Dame, match à l'extérieur à Miami. Pour moi, ce ne sont que des victoires, sauf une. Eh bien, ça serait face à Notre-Dame, ça serait peut-être une défaite, sachant que North Carolina reste quand même à domicile. Donc voilà, je pense que Notre-Dame peut être la seule défaite. Après, on connaît, hein, c'est en plus, surtout en ACC, des upsets, c'est possible. La saison dernière, North Carolina devait avoir moins de défaites, je dirais. Il y a eu quelques upsets, et bien là, c'est encore possible. Mais pour moi, c'est quand même un calendrier qui est assez simple pour eux. Et vraiment, voilà, Notre-Dame sera le seul danger à mon goût. Pour les Tigers, au niveau des enjeux de la saison, quand même, eh bien, il va falloir confirmer les belles promesses de la saison dernière. Il faut toujours rester sur une continuité, ce qui est un peu difficile de temps en temps en college football. Faut faire jouer les nouvelles recrues, faut pas hésiter à faire jouer des freshmen. Et puis, pour démarrer un nouveau monstre en ACC dont on avait besoin après Clemson, il en faut quand même un deuxième derrière. Faut qu'Owell il confirme que c'est un des meilleurs QB du college football. Surtout qu'à la fin de la saison, eh bien, tu as les deux gros QB, Justin Fields et Trevor Lawrence, qui vont probablement se présenter à la draft. Et je pense qu'Owell doit montrer que pour la saison encore après, pour 2021, ce soit le meilleur QB qui revienne en CFB. Et vraiment, pour moi, les Tar Heels, il faut que ce soit la deuxième équipe à abattre en ACC derrière Clemson. Il faut que ça redore un peu le blason de la ACC et que ça commence à réellement embêter Clemson. Et surtout qu'ils terminent en ACC Championship cette saison. Ça voudrait dire qu'ils ont battu aussi Notre-Dame. Donc voilà, ça prouverait un réel changement et une réelle progression. Hein. On était déjà sur cet axe la saison dernière avec North Carolina et il faudrait que ça reste ainsi, voire mieux en tout cas. On va passer désormais à une autre université, une université très prestigieuse académiquement et très 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 connue pour son équipe de basket. Est-ce qu'elle est connue pour son équipe de basket aussi pour de mauvaises raisons? Bon, voilà, on n'est pas expert basket, mais ça on a parlé récemment. C'est Duke qui seront présentés par Baptiste. Batou, The Lonesome Cowboy. Exactement, merci Elio. Alors on reste du coup dans Caroline du Nord, puisque les deux campus du Durham et Chapel Hill sont très très proches, je crois que c'est une quinzaine de kilomètres. Alors autant North Carolina, il y a une vraie dynamique positive, autant pour Duke, je pense que c'est quand même complètement l'inverse. Alors on va faire un petit point sur l'année 2019, ils finissent avec un bilan de 5-7 et 3-5 en ACC, avec une attaque extrêmement mauvaise, pour pas dire autrement. Sans jeu à la course, sans réception. Enfin, c'était voilà, très très compliqué pour Duke l'année dernière. David Cutcliffe, le coach, sent quand même que son programme est dans le dur, hein, et a fait venir un certain Chase Bryce en prenant de Clemson. Alors ce nom vous dit pas forcément quelque chose, mais c'est le QB qui avait remplacé Trevor Lawrence à Syracuse en 2018 et qui avait quand même tenu correctement la baraque puisque les Tigers étaient repartis de Syracuse du Dôme avec une victoire. Alors pourquoi c'est assez rare pour être souligné, parce que David Cutcliffe est quand même connu pour être un quarterback gourou. Il a été très longtemps le coach des quarterbacks à Tennessee. Il a eu sous ses ordres un certain Peyton Manning. Après, il est passé en tant que head coach à Ole Miss, en ayant sous ses ordres un certain Eli Manning. Et dernièrement, on se souvient que Daniel Jones s'était occupé à Duke avant d'arriver chez les Giants. Donc voilà, d'habitude, c'est un coach qui aime bien façonner ses QB à son image. Là, pour le coup, il va profiter du travail de Dabo Swinney pour lui, parce qu'il sent qu'il a besoin de gagner et vite. Alors, rapidement, quels départs sont importants pour Duke? On peut nommer Dylan Singleton, le safety, et Kobe Conchal, le linebacker, qui étaient les deux meilleurs plaqueurs de Duke l'année dernière, donc ça fait deux grosses pertes. Et le quarterback Quentin Harris, qui était carrément le deuxième meilleur coureur de l'équipe avec plus de 500 yards au sol, mais seulement 2 milliards à la passe. Donc un départ quand même important pour l'attaque qui va devoir un peu se changer pour optimiser au mieux les qualités de Chase Bryce. Alors, au niveau des arrivées, alors au niveau recrutement, Duke n'est pas vraiment connu pour faire des classes flashy, comme on dit. La Harvard du Sud, comme on la nomme, a un niveau académique très élevé, donc c'est parfois compliqué de recruter des très grosses recrues. On peut citer peut-être Devery Hamilton qui vient de Stanford en transfert, qui va renforcer la ligne offensive, et donc Chase Bryce que j'ai nommé tout à l'heure.
Alors, Chase Bryce, qu'est-ce qu'il aura à faire en attaque? Il aura déjà Jalen Calhoun en cible principale, qui revient d'une saison à plus de 4 milliards, 400 yards, 4000 ça aurait fait beaucoup, 400 yards, et qui devrait être la cible principale. Alors, il doit avoir progressé, parce que 400 yards, ça suffit pas pour être un receveur numéro 1, mais le sophomore a du talent, donc normalement, ses chiffres devraient augmenter sans souci. Ainsi que le tight end Noah Gray, qui est pareil, une cible hyper constante et un bon bloqueur. Donc pareil, c'est un nom à retenir au niveau de l'attaque des Blue Devils. À la course, Deion Jackson, le running back, va devoir rebondir après une saison 2019 qui était quand même en deçà des attentes. Il avait fait une grosse saison 2018 et en 2019 c'était moins bon. Alors la faute à qui? À la ligne offensive, peut-être aussi un peu. Comme je dis, l'attaque des Blue Devils était vraiment pas bonne l'année dernière. Et ça s'est ressenti à tous les niveaux, donc c'est-à-dire aussi bien sur le jeu de course que sur le jeu de passe. Par contre, il y a un vrai point positif, c'est que la ligne est de retour quasiment toute, et c'est une bonne ligne avec une bonne profondeur. Le tout type est plutôt correct, notamment grâce à l'arrivée d'Avery Hamilton que j'ai nommé plus tôt. Allez, si je dois donner un nom à surveiller en particulier, plutôt le center Jack Wallabo, qui est un senior de 6e année, c'est-à-dire qu'il a eu droit à un redshirt médical et un autre redshirt. C'est quelqu'un d'expérience qui devrait apporter beaucoup d'expérience à la ligne offensive qui en a bien besoin. Alors en défense, les Blue Devils utilisent une formation 4-2-5, c'est une formation qui est un peu à la mode en ce moment, notamment en Big 12, donc avec seulement 2 linebackers pour 3 safety ou 3 cornerbacks en fonction des besoins de l'équipe. À noter que la ligne offensive défensive pourra compter sur un bon duo de defensive end avec Victor Dimukeje et Chris Rumpf. Malheureusement, le poste de tackle est beaucoup plus faible. En parlant de points faibles, très clairement, le point faible de l'effectif, c'est le poste de linebacker. La perte de Kwanzaa fait vraiment du mal à cet effectif qui recrute pas forcément très bien, et donc forcément les joueurs qui sont pas les plus talentueux mettent du temps à se développer, et Shaquan Hayward et Brandon Hill, qui seront les 2 linebackers titulaires, devront progresser, parce que sinon je pense que ça va être très compliqué, surtout pour arrêter le jeu de course, puisqu'on sait que c'est quand même le rôle principal des linebackers. Alors, au niveau de la seconderie, il y a Mark Gilbert qui est de retour. Alors Mark Gilbert, c'est un corner qui était ancien All-American, mais qui a subi une grave blessure l'année dernière. Donc ça veut dire quelqu'un d'expérience, ça veut dire quelqu'un de talentueux. Donc au moins un petit peu de soleil dans ce ciel un peu ombragé qui est la défense de Duke, sachant que les safety devront aider la défense au sol. C'est David Cutcliffe qui l'a annoncé durant l'intersaison, parce que la défense au sol était tout simplement pas assez bonne pour une fac qui joue dans l'ACC. Donc à surveiller. Très rapidement, je vais faire un petit point sur les équipes spéciales, avec le nom de Damon Philo Johnson, qui est le kick returner et qui devrait faire les beaux jours des highlights cette année d'ESPN ou de la Fox. La d'ESPN, c'est tout, puisque l'ACC est seulement sur ESPN. L'année dernière, il a mis 2 TD contre Wake Forest lors de kick return. Donc à surveiller là pour les highlights du dimanche matin en se réveillant. Alors, au niveau du calendrier, donc 10 matchs d'ACC plus un match en plus. Alors, le match en plus, c'est Charlotte, donc ça devrait être une victoire assez facile normalement même si les 49ers sont une équipe qui progresse. Je pense que Charlotte à Durham, ça devrait passer. Par contre, le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, le début, ils vont se déplacer à Notre-Dame de samedi. On a connu départ plus simple, comme pour la saison. Ensuite, il y a la réception de Boston College et de Virginia Tech. Un déplacement à Syracuse, puis à NC State. La réception de Charlotte, la réception de North Carolina. Un déplacement à Virginia, réception de Wake Forest, déplacement à Georgia Tech et réception de Florida State. Alors, c'est un petit peu compliqué, pour être tout à fait honnête, de donner un bilan à la sortie. Je pense que Notre-Dame, ça sera une défaite. North Carolina, ça sera une défaite. Ils n'ont pas Clemson, heureusement. Donc déjà, au moins 2 défaites sûres, entre guillemets. Et puis après, Virginia Tech, ça risque d'être compliqué. Florida State, ça risque d'être compliqué, même si c'est à domicile.
Mais je les vois bien arriver à 5 voire 6 victoires, hein, parce que Boston College, nouvel head coach chez Prana, Virginia Tech, on sait jamais, ça peut passer. Syracuse aussi, parce que Syracuse, c'est quand même très compliqué. NC State aussi. Allez, je les vois, 5 victoires et 6 défaites, voire 6-5, si les dieux du college football sont avec les Blue Devils. Merci Batou pour ta présentation de Duke. Comme tu l'as fait comprendre, l'équipe de basket et l'équipe de football sont quand même très très différentes au niveau performance. On va passer tout de suite à l'invité surprise de cette ACC. J'ai nommé Notre-Dame qui se retrouve donc cette saison dans la conférence. Notre-Dame qui va nous être présenté par ce qu'on pourrait appeler son expert français, Augustin qui tient le compte Notre-Dame France. Bah ouais, c'est reparti, hein. Je rebondis sur ce que tu m'as dit, sur ce que tu viens de dire, qu'évidemment Notre-Dame rejoint l'ACC pour la première fois de son histoire, au grand plaisir des community managers de Notre-Dame sur les réseaux qui s'amusent à dire, à montrer le logo qui a été peint sur le terrain, puis petite phrase en dessous, might be deleted. Enfin voilà quoi. On en rigole assez du côté de South Bend. Alors l'an dernier, on rend une fiche de 11 victoires pour 2 défaites. C'est donc la 3e saison où on finit avec plus de 10 victoires. En 3 ans, on est sur un bilan de 33 victoires pour 6 défaites. Pour trouver d'aussi bons résultats à Notre-Dame, il faut remonter à un temps où je n'étais pas encore né et où les moins de 30 ans à un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire les années de légende du programme. Tu peux dire que j'étais né, moi, par contre, hein, je prendrais pas mal. Voilà, j'ai pas osé. Oui, papa. C'était les années de légende où c'était quand Lou Holtz coachait, donc entre 1991 et 1993 pour les 3 saisons en 33-6. Alors, la saison dernière, on bat Louisville, New Mexico, avant de perdre d'un rien face à Georgia, 23-17. C'était un match révélateur pour Notre-Dame qui a habitué ces dernières années à choke, on va dire, face aux équipes du top 10 de l'A People. Et ça a permis, en fait, même malgré la défaite, de fermer un petit peu des bouches sur les capacités du programme à jouer la compétition, on va dire, avec les plus gros programmes dont Georgia fait partie. Des victoires après face à Virginia, USC, etc. Juste avant un certain samedi 27 octobre à Ann Arbor dans le Michigan, où l'on perd 45-14 face à nos rivaux Michigan. Ça a été une soirée terrible. C'était le déluge d'ailleurs. Sachant que Michigan la saison dernière n'était vraiment pas au top de sa forme. Hein. Donc voilà, une véritable désillusion. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'équipe a, dès la semaine suivante, su rebondir en allant glaner 6 victoires d'affilée, dont le Camping World Bowl face au Iowa State de Brock Purdy, 33-9. Cette saison, nouveau une 12e place à l'A People. Voilà, un petit peu en dessous des prédictions, on va dire, de début d'année, mais ça reste globalement une saison, on va dire, réussie malgré cette défaite face à Michigan. Au niveau de l'intersaison, on a eu une très bonne classe de recrues, notamment au niveau offensif. J'en parlerai après. Ce dont je dois parler, c'est notre changement d'offensive coordinateur, puisque jusqu'à maintenant, notre offensive coordinateur était Chip Long. Il a été remercié, il est parti du côté de Tennessee. Et il a été remplacé par notre QB coach depuis 2017, qui est une légende du programme, c'est Tommy Wears. Donc en fait, il a été notre titulaire pendant 4 saisons entre 2010 et 2013. Rice avec Notre-Dame, c'est 47 matchs pour 61 touchdowns et 7700 yards. Donc moi, je trouve que c'est un super choix parce qu'en fait, c'est celui qui a façonné Ian Book depuis que Ian Book est à Notre-Dame. Et voilà, cette promotion, elle est vraiment bienvenue parce qu'elle s'inscrit dans la continuité et elle vise à tirer le maximum de Ian Book pour sa dernière saison, parce que voilà, c'est un redshirt senior. Voilà, j'ai hâte de voir comment Ian Book va jouer avec ce changement d'offensive coordinateur. Je rappelle, Tommy Rees n'a que 28 ans. Justement, Ian Book, notre principale arme,
L'an dernier, c'est 34 touchdowns pour 6 interceptions, mais aussi 546 yards à la course pour 4 touchdowns. Il nous a notamment sorti d'affaire à la course lors d'un match face à Virginia Tech, où on gagne 21-20 sur une dernière action. Voilà, il montre qu'il sait courir et qu'il est fiable, mais qu'il est surtout un super passeur, même si j'aimerais le voir un peu plus dominant dans les matchs importants, comme face à Michigan ou Georgia, où il a sous-performé. Donc, il pourra profiter, et ça, c'est vraiment notre grande force de l'année, d'une ligne offensive qui sera intégralement de retour. Je vais vous citer les noms parce que vous les retrouverez tous à la draft, et je pense que c'est la grande fierté du programme cette année et maintenant les O-line depuis quelques années. Je vais juste interrompre, mais Ian Book, pour que les gens se fassent quand même une idée sur le type de quarterback qu'il est, pour un quarterback, il est quand même tout petit. Enfin, je sais que c'est grand pour nous en tant que Français. La taille, ça compte pas, hein, Elio. Mais il est tout petit, il fait 1m83. Et ouais, mais justement, et ce que j'aime bien chez ce type, c'est qu'il prouve que la taille ne compte pas. Il fait exactement la même taille que Drew Brees. Et il prouve que la taille ne compte pas forcément. Ça, c'est pas mal parce qu'on tend souvent à voir des QB en college football qui sont gigantesques mais qui savent pas lancer un ballon. Et Ian Book a réussi à obtenir un poste de titulaire dans une des facs les plus renommées du college football. C'est ça, de base, il était qu'un 3 étoiles. Il a réussi à mettre. J'entends déjà les mauvaises langues dans ce groupe dire que Brandon Wimbush n'était pas un bon quarterback, mais il l'a quand même foutu sur le portail des transferts. Et voilà, Ian Book, c'est un bon quarterback. Après, voilà, il fait partie de ces mecs auxquels il manque peut-être ce petit truc qui fait de ton équipe une vraie menace, quoi. Donc, je reviens aux lines que je suis en train de citer. Donc, Liam Eichenberg, Aaron Banks, Jared Patterson, Tommy Kramer et Robert Hainsey, tous des futurs joueurs en NFL. Voilà, tous des gars sur lesquels on pourra compter et dont j'espère que les running back, la running back room cette année pourra utiliser à bon escient, parce que depuis Dexter Williams, on se cherche un bon running back. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça a été, on va dire, le sujet principal durant cette intersaison, c'est de savoir qui allait starter au niveau du running back au poste de titulaire. On partait de bas sur Jafar Armstrong, mais ce dernier s'était blessé. Et il y a un petit freshman l'an dernier qui a quasiment pas joué, Kyron Williams, qui a obtenu la place de titulaire. Et son backup, il devrait se partager le temps de jeu avec Chris Tyree. Donc c'est une recrue 2020, le premier all-purpose back du pays, qui était un joueur 5 étoiles avant qu'il commite chez nous. Et lui, voilà, si vous devez regarder un joueur l'an prochain à Notre-Dame, hormis Ian Book et la ligne offensive et Kyle Hamilton, dont je vais parler après en défense, c'est ce Chris Tyree, quoi, une sorte de petit speedster, un peu à la Christian McCaffrey, j'ai envie de dire, il sait recevoir, enfin, bref, c'est un joueur incroyable. Parlons des receveurs. On perd pour la NFL notre plus grosse cible, qui était Cole Kmet, Chase Claypool et Chris Finke. Mais malgré ça, je me fais pas trop de soucis, parce qu'on a déjà mis beaucoup à contribution l'an dernier, tous nos receveurs. Je pense en premier lieu à Braden Lenzy, un junior qui était une star en track and field dans l'Oregon, qui a excellé dans le slot grâce à sa vitesse. On pourra aussi compter sur Javon McKinley, qui a obtenu un poste de titulaire, et du grade transfert de Northwestern, Ben Skowronek, qui lui aussi aura une place de titulaire, voilà, qui vient apporter l'expérience qui nous manque à ce niveau de l'attaque. Et j'espère voir aussi Jordan Johnson, qui était un top 5 receveur de la classe 2020, qui lui aussi sera mis à contribution dès cette année. Alors, je parle de l'attaque, on est à Notre-Dame, on est obligé de parler des tight ends avec le départ de Cole Kmet pour les Chicago Bears. On aura un groupe de tight end expérimentés et talentueux avec Tommy Tremble, Brock White, Kevin Bowman et Michael Mayer. C'est des joueurs qui jouent beaucoup. Ian Book adore s'appuyer sur les tight ends. Et voilà, là il sera servi, ce sera encore des joueurs sur lesquels on devra garder un œil. Niveau de la défense, alors la défense est devenue une force à Notre-Dame, pas Notre-Dame, mauvais lapsus, qui reflète bien un petit peu ces dernières années. Voilà, quand on perd face à des grosses équipes. Donc grâce à notre défensif coordinateur Clark Lea,
Quelques stats pour étayer mon propos. 12e défense du pays en nombre de yards encaissés, 3e meilleure défense contre la passe du pays et la 2e équipe qui provoque le plus de turnovers. Tout ça sans star défensive jusque-là. On parle de star défensive, on perd notre duo de defensive end Okwara et Khalid Karim pour la draft, en cornerback Troy Pratt Jr. et les safety Aloy Gilman et Jane Elliott. Mais malgré ces pertes, je me fais aussi pas de soucis puisque on aura une D-line qui a beaucoup d'expérience à l'intérieur. Elle sera entièrement de retour. On pourra compter pour remplacer Julian Okwara, Daylin Hayes et Ade Ogundeji qui ont déjà été auteurs de chacun de 5 sacs l'an dernier. Donc voilà, le pass rush, je me fais pas trop de soucis. Mais la grande force de notre défense, ce sera les linebackers. Ça commence à devenir une habitude à Notre-Dame de sortir des bons linebackers depuis Mantite ou Jalen Smith. Donc Clark Lea, il nous a sorti de son chapeau magique 2 super linebackers en les personnes de Owusu Koramoah. Donc Owusu Koramoah, c'est 80 plaquages, 14 plaquages pour perte, 6 sacs et 2 fumbles recouverts. Donc il est passé d'inconnu à star du programme et il sera secondé par le middle linebacker Drew White, qui sont des joueurs, des tauliers de cette équipe. Et donc notre run stop et notre pass rush sera vraiment une force l'an prochain pour Notre-Dame. Parlons vite fait maintenant de notre backfield. Donc hormis la présence indiscutable de notre nouvelle star promis au top 20 de la draft 2022, je parle de Kyle Hamilton, qui était sur le banc l'année dernière, mais qui a quand même cumulé 41 plaquages, 4 interceptions et un pick 6. Donc lui, voilà, on est sûr de ce qu'il va rendre. C'est un joueur phénoménal, hyper physique. En revanche, les cornerbacks changent, puisque maintenant on verra comme titulaire Nick McLeod, qui était l'ancien capitaine de défense du Wolfpack de NC State, et Tariq Bracy prendre l'autre côté. Sean Crawford, qui était notre cornerback titulaire, se glissera sur le poste de safety. J'en ai trop dit, je passe maintenant au calendrier. On jouera 5 matchs à domicile, donc face à Clemson, Duke, Florida State, Louisville et Syracuse. Non, j'en ajoute même un 6e puisque South Florida a été rajouté à notre calendrier. Et à l'extérieur, on ira du côté de Boston College, Georgia Tech, North Carolina, Pittsburgh et Wake Forest, plus une potentielle finale de l'ACC, de l'ACC, pardon. Sincèrement, je vois que des victoires. Il faudra quand même faire attention au match à l'extérieur face à North Carolina ou Pitt. Ce sont 2 équipes qui nous poseront problème et j'ai peur que le match soit trop serré pour mon cœur. Clemson, même si on joue à domicile, j'y crois sincèrement, hein, mais on va dire que on perd ce match, donc ce qui nous ferait un bilan de 11-1, mais qui nous qualifierait pour une finale de l'ACC qui sera encore une fois face à Clemson. Et là, pour le coup, tout est possible sur une finale. Et je nous vois enfin, pas enfin, puisqu'on était en finale du college football il y a 2 ans, enfin en finale, en demi-finale, en play-off, vous m'avez compris. J'espère qu'on repartira s'il y a des playoffs pour faire les playoffs. Et voilà, comme objectif, mis à part le fait de faire ces playoffs, ça passera automatiquement par battre Clemson et par battre enfin une équipe top 10 du pays. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas gagné face à une équipe classée dans le top 10 de l'AP Poll. Voilà. Merci beaucoup Augustin pour ta présentation de Notre-Dame, ça a dû te faire plaisir, hein, on n'en doute pas. Notre-Dame donc qui vont être les gros concurrents quand même de Clemson cette année, il faut le dire, et qui ça, c'est bien quand même d'un côté parce que ça ajoute une certaine excitation pour la conférence qu'elle est ici, hein, North Carolina, Notre-Dame en plus qui s'ajoute. Chaque année, c'était un peu la même chose. Là, ces dernières saisons, en tout cas, personnellement, je voyais peu de gens autour finalement qui suivaient réellement la ICC parce qu'à un moment, ça les embêtait plus qu'autre chose, ça les ennuyait. On va passer désormais à Georgia Tech, l'université, donc à ne pas confondre avec Georgia, loin de là, hein, l'université Georgia Tech qui se trouve à Atlanta même, ainsi qui nous sera présenté une nouvelle fois par notre ami Batou qui adore les grosses équipes, comme on dit à chaque fois. Exactement. Alors 2 salles, 2 ambiances, hein, avec Notre-Dame. Hein.
Là, pareil, hein, ça va être une année compliquée pour Georgia Tech, mais il faut pas oublier que ce programme-là avait quand même a fait les grands titres hein, du college football au début des années 90, puisqu'ils ont un titre partagé avec Washington, mais un titre quand même pour l'année 90. Donc après, pardon, Notre-Dame, voilà, pour le petit clin d'œil à Augustin. Alors, direction Atlanta pardon, pour les Yellow Jackets. Alors, il y a eu un virage à 180 degrés qui a été opéré l'année dernière avec le recrutement de Geoff Collins en provenance de Temple. Alors, il est venu remplacer Paul Johnson qui était resté 11 ans à la tête des Yellow Jackets. Alors, pourquoi c'est un changement à 180 degrés? Puisque Paul Johnson était partisan de la triple menace, hein, de la triple option, c'est-à-dire avec beaucoup de jeux de course mais peu de jeux de passe. Comme s'appelle Geoff Collins, pas du tout. Donc c'est un retour sur une attaque un peu plus classique. Et donc qui dit changement de système offensif dit changement de recrutement, changement de joueurs, etc., etc. Donc pas mal de vides à combler au niveau de certains postes. On y reviendra un petit peu plus tard. Une première année pour Geoff Collins l'année dernière, un petit peu compliqué, hein, comme on pouvait s'y attendre, avec un bilan de 3-9 et 2-6 en ACC. Forcément, quand on change tout, c'est compliqué d'être performant dès le début. Au niveau des départs, à noter que Georgia Tech est l'une des équipes qui garde le plus de titulaires par rapport à l'année dernière, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on peut en souligner une, on pourrait parler le defensive end Brettavius Glanton, qui était le fer de lance de la ligne défensive, et un joueur plein d'expérience qui aurait été tout à fait sa place cette année pour encore plus d'expérience. Côté des arrivées, on peut noter, comme je vous ai dit, Geoff Collins avait besoin de changer un peu certains postes, et notamment la ligne offensive, donc il s'est, aussi bien au niveau du recrutement que du portal transfert, il s'est servi un petit peu. Donc là, on peut mentionner Devin Cochran qui arrive de Vanderbilt et Ryan Johnson qui arrive de Tennessee, deux profils qui correspondent plus à ce qu'on attend d'une vraie ligne offensive, mais pas d'une ligne offensive de triple option. Au niveau recrutement, alors Georgia Tech a la chance d'avoir son campus sur Atlanta, donc une des viviers les plus importants en termes de high school football. Cette année, la recrue phare, c'est Jahmyr Gibbs, le running back, qui est un recrue top 50. Hein, donc voilà, c'est un très très gros recrue et qu'on devrait voir sur le terrain assez rapidement, le running back. Alors, au niveau de l'attaque, le gros point d'interrogation, c'est le poste de quarterback. L'année dernière, c'était James Graham qui était aux commandes de l'attaque des Yellow Jackets. Honnêtement, c'était pas terrible. À peine plus de 50% à la passe. C'est des grosses points d'interrogation, mais Geoff Collins croit en James Graham, donc on devrait le revoir cette année mener l'attaque des Yellow Jackets derrière une ligne offensive qui sera plus à même de le protéger. Ça c'est quand même hyper important parce que je pense que la ligne n'était pas bonne l'année dernière, donc forcément ça s'est ressenti. Alors pour vous faire un petit titre de comparaison rapidement, le profil moyen de la ligne offensive des Yellow Jackets l'année dernière et les années précédentes, c'était quelque chose comme 50 kg de moins qu'une ligne offensive classique de college football. Alors c'est vrai que quand il s'agit de bloquer la course, c'était plus simple, c'était très mobile, mais pour protéger le pass rush, c'était un petit peu plus compliqué. Donc forcément une offensive qui va changer, qui va évoluer, mais qui devrait être meilleure que l'année dernière. Il sera bien aidé, donc James Graham, par Jalen Camp, le receveur, qui est de retour après une saison coupée par les blessures. Donc lui aussi devrait profiter d'une ligne offensive qui est de retour presque à 100% avec beaucoup plus d'expérience. Et du côté du running back, donc j'ai nommé Jahmyr Gibbs, le true freshman, et bien sûr Jordan Mason, qui sort d'une saison à plus de 900 yards. Donc là, le duo, le one-two punch devrait être vachement intéressant derrière la ligne offensive, donc à surveiller de très près. Au niveau de la défense, une fois n'est pas coutume, c'est une défense en 4-2-5. Je suis habitué aujourd'hui. En fait, c'est quasiment les mêmes remarques que j'ai fait par rapport à Duke, c'est-à-dire une ligne qui devra progresser, un poste de linebacker un petit peu faible et une secondary qui va être attendue pour aider tout ce beau monde et notamment contre le jeu de course. Quelques noms par-ci par-là. On pourrait noter Antonius Clayton, le defensive end, qui devra être le fer de lance de la défense au niveau du poste de defensive end et qui devra surtout faire progresser le pass rush. Seulement 1,4 sacs par match l'année dernière. C'est famélique comme résultat.
Donc il faut attendre une progression à ce niveau-là parce que sinon Georgia Tech va prendre des rousses tout le long de l'année, hein, qu'on soit clair. Au poste de le linebacker, donc seulement 2 linebackers, hein, sur une défense 4-2-5 forcément. David Curry sera de retour. 6e année pour lui, 97 plaquages l'année saison dernière. Voilà, c'est probablement le joueur le plus excitant à voir à jouer. Gros plaqueur, gros volume. Attention par contre, s'il se blesse, parce que derrière, il n'y a pas grand monde. Du côté de la secondary, on pourrait nommer Charlie Thomas qui passe nickelback. Qui devrait porter son expérience de plaqueur, parce qu'il était ancien linebacker, et 9,5 tackle for loss l'année dernière. Donc voilà, pareil, c'est un bon gros plaqueur qui va faire du bien à la secondary. Une secondary où Quay Jackson devrait aider, pareil, sur le jeu de course. Il est attendu pour ça. D'ailleurs, il a été coaché pour ça, d'ailleurs. Mais voilà, c'est encore plein de points d'interrogation, et je pense qu'il y a un déficit très criant en termes de talent par rapport aux grosses équipes de la division. Alors, au niveau calendrier, alors pas de Georgia cette année, hein, pas de Clean Old Fashioned 8, le nom de la rivalité entre Georgia et Georgia Tech, mais un déplacement pas simple pour commencer à Florida State. La réception du UCF, pareil, pas simple non plus. Déplacement Syracuse, réception de Louisville, plus de Clemson. Déplacement Boston College, réception de Notre-Dame, réception de Pittsburgh, à Miami, réception de Duke, à NC State. Honnêtement, un 9, un 10, voilà. 0-11 peut-être même, j'en sais rien. Parce que, allez, les matchs gagnables, c'est à Boston College et à NC State. Le reste, ça va être compliqué. Du cas de la maison, pourquoi pas, mais ouais, je sais pas. Alors, le bilan va être plus mauvais que l'année dernière, mais l'équipe va progresser. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que des fois, c'est comme ça. Hein, le college football, c'est très bizarre. Il y a forcément une équipe qui va prendre de l'expérience, une équipe qui va être un peu plus, peut-être plus accrocheuse, mais à la sortie, ça va perdre. Parce que mine de rien, la CC derrière le Clemson et Notre-Dame, il y a pas mal d'équipes qui sont tout à fait correctes. Alors pas extraordinaires, mais je pense à Pittsburgh, je pense à Louisville, je pense à Miami. Voilà, des équipes qui sont tout à fait correctes et largement supérieures à Georgia Tech. Donc 1-10 ou 0-11. Sachant que ça n'entachera pas la réputation de Geoff Collins, parce qu'il est là quand même là sur le long terme, c'est un poste qu'il voulait, et comme j'ai dit, Georgia Tech a la chance d'évoluer à Atlanta, qui est la Géorgie, c'est le 4e plus gros état en termes de recrutement high school. Donc sur le long terme, je pense qu'il faudra compter sur les Yellow Jackets. Alors peut-être pas de là à aller gagner un titre comme en 90, mais il devrait faire partie d'une bonne équipe d'ACC. Au niveau d'un Louisville, d'un Syracuse. J'ai quand même bon espoir que ce programme revienne sur le devant de la scène, et puis peut-être nous sortir un deuxième Calvin Johnson, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était l'alma mater de Megatron. Alors il doit être très content, un retour à un jeu d'attaque un peu plus aérien. Voilà mon Elio, à toi. Merci beaucoup Batsu. Eh bien, c'est la deuxième équipe, je crois, dans sa preview qui annonçait comme ayant potentiellement 0 victoire cette saison. La première, c'était Vanderbilt présenté par Baptiste, décidément. Ah, je me fais bisute en fait, quoi. Non. Tu es, on va dire, tu fais du social, et ça, c'est fort appréciable, et pour ça, beaucoup de gens te remercient, notamment les fans de Georgia Tech en France. On les comptera. Ils sont nombreux. Ouais. Mais en plus, tu avais pris Kansas aussi, non? Non, heureusement, j'ai pas eu Kansas. Je me suis pas fait bisuter jusqu'à ce moment-là. Je crois que c'était moi, Kansas. On va passer désormais aux Pittsburgh Panthers. Et oui, Pittsburgh a sa propre université, et ils seront présentés par notre ami Robin, justement, que vous venez d'entendre. Robin d'Oregon, salut à toi. Salut à tout le monde. Écoute, l'année dernière, Pittsburgh, ils ont fait un petit bilan de 8 victoires, 5 défaites, donc 4 victoires, 4 défaites en conférence, ce qui permet d'avoir un bowl, le Quick Line Bowl, contre Eastern Michigan, qui gagne. Donc, ils ont battu des équipes comme UCF, qui était à l'époque classé 15e. Ils ont battu évidemment Duke, Syracuse, Georgia Tech, un peu tout le monde. Mais leur plus grosse victoire, c'est North Carolina, 34-27 en overtime. Donc North Carolina, l'année dernière, on sait que c'était une équipe jeune qui est en train de progresser. Mais quand même, c'est une belle victoire pour le programme de Pittsburgh. Bon, après, dommage, ils perdent contre Virginia Tech 28-0 et contre Boston College.
Mais sinon, en soi, ils font une bonne saison. Surtout considérer que Pittsburgh, c'est pas un programme majeur en ACC ces dernières années. Bon, on sait qu'ils avaient Aaron Donald à l'époque sur la ligne défensive, donc c'est quand même c'est un peu la légende du programme. Donc, et en parlant de ligne défensive, l'année dernière, Pittsburgh, la défense, c'était une des meilleures défenses du pays. Ils étaient premiers en sacs par match, environ 4 sacs par match, avec 51 sacs. Donc, c'est très très bien. Ils étaient 9e en plaquage pour perte, 14e en défense totale, donc très très bien. Ils ont perdu un seul joueur à la draft, qui est Dane Jackson, à un 7e tour à Buffalo. Donc voilà, une belle saison l'année dernière. Pour la preview de cette année, ça va être un peu à l'image de l'année dernière, je dirais. Donc pour la preview de cette année, en attaque, on va commencer par le quarterback. Du coup, le quarterback, c'est Kenny Pickett, qui a fait 3 milliards l'année dernière, mais seulement 13 TD, avec 60% de passes complétées. Donc il est précis, mais il marque pas beaucoup. Il fait pas mal de yards. Ils ont leur leader à la course, le running back AJ Davis, qui est un senior qui retourne pour son année senior. Donc il a fait 500 yards environ l'année dernière, puisqu'il se partageait un peu les portées avec Vincent Davis, du coup un autre Davis, qui avait fait 315 yards lui de son côté. Donc ça va quand même courir pas mal à Pittsburgh l'année prochaine. Donc en wide receiver, ils ont un bon petit trio de wide receiver qui va être là du coup avec Tessir Mack, Shoki Jack Lewis, Jared Wayne, et en tight end, ils auront le transfert de Florida, Lucas Krull. Donc le départ de Maurice French, qui était le wide receiver star de l'équipe l'année dernière, qui avait fait quand même 96 réceptions, 850 yards, ça va quand même fortement abaisser le niveau des receveurs, mais il y a quand même des joueurs que j'ai cités tout à l'heure qui ont progressé l'année dernière et qui ont sûrement progressé pendant la off-season. En ce qui concerne la ligne offensive, ils gardent le centre Jimmy Morrissey, qui était first team All SEC. Ensuite, ils gardent aussi le senior left guard Bryce Hargrove, qui était un third team All SEC. Donc, ce qui est cool, c'est que la ligne, elle va avoir de l'expérience. Donc, on verra l'évolution par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, la ligne, c'était le point faible de l'attaque. On va pas se mentir, c'était pas beau à voir. En ce qui concerne, du coup, ça va progresser, donc l'attaque, ça va être bien. Mais pour Pittsburgh, ça sera la défense qui va être la force de l'équipe cette année. Donc, ils retournent 7 titulaires de l'année dernière, donc l'année dernière qui était une des meilleures défenses du pays, je le rappelle. Ils perdent, normalement ils en retournent 8, mais ils perdent Twyman, qui était le leader en sac de l'équipe, qui avait 10 sacs l'année dernière, qui a opt-out pour raison de santé et qui se présente à la draft. Donc Twyman, c'était le pass rusher le plus prolifique de l'équipe, comme j'ai dit. Et il allait faire une très très belle paire avec Patrick Jones II sur la D-line. Bon, malheureusement, ça se fera pas, mais bon, pour moi, c'était une des lignes défensives les plus excitantes avec Miami. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir Twyman, mais c'est pas grave. Au niveau du linebacker, on aura Chase Pine, qui est un senior au poste de middle linebacker, et Cam Bright en outside, donc qui vont être plutôt bons, qui vont être les starters en défense. Et ensuite, on aura aussi Phil Campbell qui était un ancien safety, qui est passé linebacker. Donc on verra ce que ça donne un peu avec cette défense. Sachant que la force de la défense, c'était la defensive line, mais avec le départ de Twyman, ça va être un peu moins dominant. Et ensuite, on aura le duo de safety Paris Ford et Damar Hamlin, qui sont parmi les plus excitants de la ligue pour moi. Je dirais même les plus excitants de la ligue, mais c'est uniquement selon moi. Donc ça sera quand même assez solide, la défense, elle va rester bonne. Donc en 2020, Pittsburgh, il va avoir un calendrier assez compliqué.
Ils commencent avec Austin Peay, ça va. Du coup, ça va être une victoire. Et ensuite, ils font Syracuse, Louisville, NC State, Boston College, Miami, Notre-Dame, Florida State, Georgia Tech, Virginia Tech, Clemson. Donc, en fait, ils commencent avec des universités plutôt simples à jouer comme Austin Peay. Mais je les vois avec un bilan assez, je dirais 7 victoires, 5 défaites, ou alors 6 victoires, 7 victoires, 4 défaites, ou 6 victoires, 5 défaites. En tout cas, ils seront en positif. Ils n'iront pas au championship, au SEC Championship Game. C'est un peu pour Pittsburgh, c'est le range. Un bilan positif, mais pas non plus énorme. Eh bien, merci Robin pour ta preview des Panthers. Encore une fois, ouais. Pittsburgh qui a l'image ici, hein, c'est ni extraordinaire, mais ni mauvais non plus. Bon, voilà, en tout cas, si vous êtes supporter des Steelers et que vous ne trouvez pas d'équipe à supporter en college football, ça peut être une piste. On va passer désormais à Virginia Tech, aux Hokies, hein, qui vont être présentés par moi-même, Elio de Maryland. Avant tout, Virginia Tech, je voulais quand même faire une petite parenthèse. C'est une université qui a un certain vécu, hein, qui est quand même assez réputée dans le monde du college football, mais aussi dans le monde un peu plus académique de l'Est du pays. Et aussi qu'il y a eu une tragédie, voilà, il y a un peu plus c'était en 2009, je crois, donc il y a 11 ans de ça, 2009 ou 2007, je ne sais plus, mais bref, où il y avait eu un étudiant qui était entré dans la fac, qui avait tué beaucoup d'élèves, et ça avait pas mal impacté le programme, hein. On a pu voir les images dans le stade, tous les gens, tous les fans qui s'étaient réunis, voilà, ça avait pas mal impacté le programme, et certains joueurs qui ont terminé en NFL derrière, qui sont restés quand même assez perturbés par ce qui s'est passé. Donc c'est une fac qui reste quand même marquée par ça, Virginia Tech, et qui a su se reconstruire depuis peu à peu et garder sa place en ACC en restant une des meilleures équipes de la conférence, hein, et notamment de la division ACC Coastal. Encore une fois, je le rappelle, il n'y aura pas cette année de division. Là, les résultats de la dernière saison, eh bien, c'est 8 victoires pour 5 défaites, 5 victoires et 3 défaites en conférence. Des défaites face à Boston College, Duke, Notre-Dame, Virginia et Kentucky en bowl, hein. Donc défaite face à Duke, on le répète. Et des victoires face à Old Dominion, Furman, la future fac d'Axel Lebro, hein, kicker français qu'on avait reçu dans l'émission et qu'on vous invite, on vous invite à aller suivre en tout cas sa saison s'il arrive à obtenir le poste de titulaire et surtout si la saison se déroule correctement. Victoire face à Miami, 42-35. Ça, je m'en rappelle. J'étais devant mon écran. Je l'avais vu ce match-là quand j'étais aux États-Unis. Et, gros match. C'était en plus à Miami, hein, dans le Hard Rock Stadium des Dolphins. Donc voilà, belle victoire à l'extérieur. Rhode Island, North Carolina, victoire face à North Carolina, 43-41. Ça aussi, c'est une énorme victoire, hein, pour Virginia Tech. Wake Forest, qui avait une bonne équipe la saison dernière, notamment, il ne faut pas l'oublier. Georgia Tech et Pittsburgh. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'il y a eu quand même des victoires face à des équipes qui étaient en bonne forme et des défaites assez surprises. Ils n'étaient pas classés au IP Poll, hein, sauf en Week 12 et en Week 13, où ils ont été classés respectivement 25e et 23e. Donc dans le top 25, ils ont pu se qualifier, comme j'ai dit, à un bowl, hein. C'était le Big Bowl à Charlotte dans le stade des Panthers avec une défaite face à Kentucky 30-37 et un certain Lynn Bowden qui a été MVP du match, hein, du côté de Kentucky. Lynn Bowden qui vient d'être drafté chez les Raiders au 3e tour et qui a été trade immédiatement chez les Dolphins. Pour la petite histoire, il y a quelques jours, au niveau des mouvements de l'intersaison, déjà c'est la 5e saison pour le head coach Justin Fuente, hein, qui avait été nommé ancien coach ACC of the Year en 2016, donc qui avait remporté le prix du meilleur coach de l'ACC. C'est aussi la 5e saison pour son offensive coordinator Brad Cornelsen. Et c'est surtout le départ du defensive coordinator Bud Foster après 25 saisons du côté de la Virginie et de Blacksburg, hein. Donc c'était énorme. Bud Foster qui était quand même une des légendes du coaching dans le college football, et il sera remplacé par l'ancien coach safety de l'équipe Justin Hamilton. Les départs principaux, il y a tout d'abord Dalton Keene, le tight end, hein, auteur de 5 touchdowns la saison dernière, qui est parti à la draft au 3e tour chez les Patriots, et surtout aussi Reggie Floyd, le safety, en undrafted free agent chez les Cardinals.
Ryan Willis, qui était un des 2 quarterbacks principaux qui se partageaient la tâche, était senior, donc ne rejouera plus la saison prochaine. Et aussi Detean Mike Lees, 7 touchdowns et 843 yards pour le running back, qui lui aussi termine ses années fac. Il y a surtout en gros départ celui de Damon Hazelton, le receveur le plus prolifique de la saison dernière, avec 8 touchdowns, qui part en transfert du côté de Missouri. Et là, c'est la catastrophe pour Virginia Tech. Le cornerback annoncé comme étant pour pas exagérer, un des 2 meilleurs ou un des 3 meilleurs de la prochaine draft, le cornerback Caleb Fairley, qui a décidé de ne pas jouer en raison du virus et qui a préféré se présenter directement à la draft 2021 sans jouer cette saison. Voilà. Au niveau des commits, c'est la 76e meilleure classe du pays et la 14e en ACC. C'est une catastrophe. Et paradoxalement, en 2019, c'était quand même la 26e classe du pays, la 3e en ACC. Donc, il y a une régression totale. Les plus gros commits de cette année, c'est le 4 étoiles Alec Bryant, qui est le 17e edge du pays. Sinon, les 3 étoiles, Robert Wooten, qui est le 27e edge. Justin Beadles, le 50e edge. Donc, voilà, Marcoli, le 8e running back en JUCO. Et surtout, parmi tous ces commits, il y a le tight end français Wilfried Penney. 3 étoiles pour Wilfried Penney. Donc, félicitations à lui. Penney, avec qui... on va essayer peut-être, alors je fais un petit teasing, mais on va essayer de le contacter pour une interview. On l'avait déjà contacté, il était OK. Là, il s'est passé tout ce qui s'est passé, mais on va essayer de l'avoir. En tout cas, Wilfried, félicitations à toi. Et puis, il y a eu plusieurs transferts en provenance de petites facs, donc qui sont un peu pas réellement importants. Au niveau des points forts quand même de l'équipe, c'est une équipe qui a progressé, qui a eu 2 belles classes de commit en 2018 et 2019, donc il devrait quand même y avoir une certaine continuité, surtout avec les mêmes coachs à peu près. Il y a quand même pas mal de bons joueurs en attaque et qui sont des 2e années, donc qui ont quand même pas mal évolué la saison dernière aussi, malgré qu'ils étaient freshmen. Donc pourquoi pas, ça peut commencer à éclore. Fuente va aussi pouvoir compter sur une bonne défense, qui arrive quand même pas mal à la maturité malgré l'absence de Fairley. L'équipe risque quand même de poser quelques problèmes en ACC, mais par contre, il y a bien entendu des points faibles. Il va falloir trouver une attaque assez fiable autour du QB qui est double menace. Donc, c'est couru à lancer Hendon Hooker et après, surtout, les départs de Delton Keane et Damon Hazelton. Donc, pour les airs, on sait que ça court beaucoup à Virginia Tech, mais pour les airs, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et il va falloir trouver un nouveau chef d'orchestre en défense au niveau des DBs aussi, avec le départ de Farley. Il y a quand même pas mal de petites choses incertaines du côté de Blacksburg, pardonnez-moi, pour passer un vrai palier. Au niveau des joueurs à suivre en attaque, je dirais c'est les 2 quarterbacks, parce que c'est assez intéressant. Déjà, il y a Hendon Hooker, dont je viens de parler, qui va être le QB principal, qui est très très bon à la course. Il a lancé la saison dernière 1555 yards, 13 touchdowns, 2 interceptions, et 356 yards à la course pour 5 touchdowns. En n'ayant pas joué la saison de manière complète. Donc voilà. Il a quand même réussi à prendre ce qu'on lui donnait et il l'a très bien fait. Le QB remplaçant aussi de sophomore, donc le 2e année, Quincy Patterson, qui est un ancien double menace, lui aussi 4 étoiles, qui a été utilisé la saison dernière à la passe à la course. Il aura un petit rôle de gadget dans cette équipe. Comme je l'ai dit, ça court beaucoup du côté des Hokies. Il faut surveiller aussi le wide receiver 2e année, ancien 4 étoiles, lui aussi, Tavion Robinson, qui fait vraiment tout. Course, réception, lancer, c'est un prototype gadget player, c'est le Tyson Hill de l'équipe, si je peux dire. Et il y aura l'éclosion aussi du running back sophomore, Keshawn King, 4 étoiles. Encore une fois, beaucoup de sophomores, donc qui devraient faire du bien à l'équipe. Et au niveau de la défense, il y aura le linebacker senior, Richard Ashby, qui a beaucoup d'expérience. La saison dernière, il a été quand même monstrueux, 119 tacles, 3 forced fumbles, pardonnez-moi, 5 sacs et 1 pass deflection. Et il y a aussi le DB junior Chamari Connor, 68 tacles, 5,5 sacs. Donc il est très très rapide quand il faut aller se positionner vers la ligne. 8 pass deflection et 1 interception. Et il va gérer l'arrière de la défense en l'absence de Caleb Farley. Au niveau du calendrier, c'est donc 4 premiers matchs qui avaient été annulés, puis une saison qui a été totalement remodelée. Finalement, ça démarrera en rivalité à domicile face à Virginia, face aux Cavaliers. Ensuite, réception aussi de NC State, déplacement à Duke, déplacement à North Carolina, réception de Boston College, déplacement à Wake Forest, déplacement à Louisville,
réception de Liberty, réception de Miami et déplacement à Pittsburgh. Et enfin, pour terminer, le 5 décembre, match à domicile face aux Clemson Tigers, dont on connaît à peu près l'issue. Pour moi, ça sera un bilan de 6 victoires pour 5 défaites. Et en défaite, je mettrais... Alors, je les mets entre parenthèses. Je pense que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Je mets Virginia qui bat Virginia Tech, mais je pense que Virginia Tech a largement les moyens de battre Virginia aussi. Victoire de North Carolina, Louisville, Miami et Clemson. Je pense que oui, Virginia Tech ne franchiront pas le pas Louisville. Voilà, donc un bilan quand même favorable, si je puis dire. Après, les objectifs et les enjeux de la saison, c'est faire grandir l'équipe, qui a quand même un beau potentiel. Et bien sûr, bien entendu, il faut qu'elle soit meilleure et encore plus dangereuse que la saison dernière, mais surtout, il faut viser 2021 où il y aura beaucoup de joueurs qui arriveront à maturité, donc il faut continuer de construire l'équipe, il faut vraiment améliorer le recrutement futur parce que là, ça a été une catastrophe et essayer de devenir un top 3, top 4 incontournable en ACC. Voilà, ça sera tout pour les Hokies aujourd'hui. On va parler désormais de Miami qui seront présentés par notre ami Guillaume. Donc, pour la preview de Miami, donc l'université de Miami, aussi appelée depuis l'année dernière la deuxième meilleure université de la ville de Miami, derrière Florida International, pardon. Donc, l'équipe emmenée par Manny Diaz sort d'une saison plus que moyenne, on va dire, où ils finissent à 6 victoires, 7 défaites. Une saison vraiment, on va dire, à oublier, avec des points positifs, mais vraiment énormément de points négatifs. Donc, on va voir si on peut enfin trouver une petite perspective d'amélioration à Miami, chez The U. Donc, on va commencer par une petite review des Hurricanes de Miami de la saison 2019. Donc, ils ont ouvert leur saison avec une défaite face à Florida, face aux Gators de Florida, 24-20. Ils ont suivi par une nouvelle défaite à North Carolina. Donc, ça, à la limite, avec l'émergence de Samuel, ça peut se comprendre. Derrière, 63-0 à domicile face à Bethune-Cookman. Victoire dans la douleur 17-12 face à Central Michigan. Une défaite face à Virginia Tech. Une victoire par contre face à Virginia, alors classée 20e au pays. Une défaite en overtime, celle-là, elle fait vraiment mal, face à Georgia Tech, 28-21 en overtime. Derrière, 3 victoires pour devenir bowl eligible, avec une victoire à Pittsburgh 16-12, une victoire à Florida State 27-10 et une victoire à la maison face à Louisville 52-27. Et derrière, ils ont enchaîné 3 défaites en comptant leur bowl game. 3 défaites qui ont fait mal à l'équipe et à la réputation de l'équipe même. Donc, comme j'ai dit en ouverture, face à Florida International, qui est elle aussi une fac de la ville de Miami, 30-24. Une défaite face à Duke, 27-17. Et pour finir, n'ayons pas peur des mots, on va dire une humiliation au Walk-Ons Independence Bowl face à Louisiana Tech, 14-0. Donc, ils finissent la saison par une bulle, très clairement. Mettre 0 points dans un match de foot américain, c'est presque qu'il faut le vouloir. On va être très honnête. Cependant, même si on pourrait croire qu'avec ces dernières saisons, Miami aurait du mal à recruter, c'est pas le cas du tout. Ils ont eu le commit ils ont déjà la 16e classe nationale, donc ce qui est vraiment pas mal pour une équipe à 6-7, et la 3e dans la ACC, donc la ACC, donc troisième équipe de la conférence en termes de recrutement. Pour les commits, donc on a le 2e safety du pays, Avante Williams, par exemple, en 4 étoiles. On a aussi Chance Williams, le D-end, Jalen Knighton, le running back. Pas mal de 4 étoiles, pas de 5, mais pas mal de 4 étoiles. Quelques 3 étoiles aussi. Pas de gros noms, sinon à part ceux-là, ce que je viens de vous dire. Ils ont été très actifs sur le transfert portal aussi,
avec l'arrivée de l'ancien de Houston, Jared Williams, le tackle. Je vais dire ancien des Gators, mais bon, il a dû vivre, je crois, 3 jours sur le campus, car c'était un freshman qui venait d'arriver, Isaiah Walker, un tackle 4 étoiles. Un kicker de Florida International, donc à défaut de les battre, ils prennent leur kicker, José Borregales, qui sera éligible immédiatement. Et derrière, les 2 grosses signatures qui, eux deux, seront aussi éligibles immédiatement, à savoir Derrick King, le QB de Houston, et Quincy Roche, le D-end de Temple. Donc 2 excellents joueurs, 2 vraiment gros playmakers de chaque côté du ballon, qui pourront faire que du bien à cette équipe de Miami. Donc Miami, ils ont gagné des joueurs par les comités des transferts, mais ils ont perdu quelques gros starters et grosses stars de l'équipe. Donc par la draft déjà, avec chaque quarterback qui a été drafté au 4e tour par les Jaguars, DJ Dallas par Seattle au 4e tour aussi, KJ Osborne le receveur au 5e tour, et le D-line Jonathan Garvin au 7e. Si on ajoute à cela les undrafted comme Trajan Bundy, leur cornerback, qui est actuellement en practice squad chez les Steelers, Jeff Thomas le receveur, l'edge Trevon Hill, ça commence à faire du monde. Le linebacker Mike Pitney, ça commence à faire du monde à remplacer, surtout en défense et aussi en termes de playmaker en attaque. Ça va être un gros boulot d'ailleurs pour le coach Manny Diaz. Manny Diaz qui déjà par l'année dernière, quand il est arrivé en poste à Miami, avait pris la décision de virer tous les coachs et de ramener les siens, solution qui n'a pas énormément payé, on va dire. Donc pour cela, du côté de l'offense, il a ramené l'offensive coordinateur de SMU, Rhett Lashley, et ils vont passer d'une offense pro style à une spread offense, comme la majorité des équipes universitaires maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, ils recrutent très bien, mais le problème, ça a souvent été pas le talent pur des joueurs, mais leur développement. C'est ça qui pose problème ces dernières années à Miami, parce que ça récupère tous les ans des 4 étoiles, des 5 étoiles, mais derrière, ça ne se transmet pas en la production que ça devrait être en universitaire, puis en NFL. Donc, autour de Derrick King, il y aura quand même de très très bons joueurs, comme pour moi un des 3 meilleurs tight ends du pays, en la personne de Brevin Jordan, ou le running back Cameron Harris, qui seront des armes à n'en pas douter pour les Hurricanes. Au poste de receveur, on aura le junior Dee Wiggins, le junior aussi Mark Pope, et le senior Mike Hartley, qui devrait truster les places de receveur. Le gros point faible de cette équipe l'année dernière, c'était leur ligne offensive, qui ont pris 51 sacs, enfin qui ont encaissé 51 sacs en tout cas, qui est le plus gros total parmi toutes les équipes de Power 5. Donc sur ces 51 déjà, il y en a 10 contre les Gators, si je ne dis pas de bêtises. C'est un des plus gros total de cette année, 10 sacs sur le même match. On a vite compris pourquoi cette équipe n'arrivait pas à avancer, pas à marquer, pas énormément marqué. CF leur ball, on va dire. Donc voilà, ça sera ça le gros point à regarder. La seule, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est que leur top 6 all-line sont de retour. Donc on va dire c'est une bonne nouvelle dans le sens où ils ont eu le temps de se développer, le temps de progresser, de construire une vraie identité sur leur ligne. Donc on va dire que ça va, en vrai, je ne sais pas pourquoi je bégaye, ça ne pourra aller que mieux de toute façon. Donc voilà. En défense, ça a toujours été un des gros points forts de cette équipe. Ils auraient dû, en tout cas, s'appuyer sur leur star en tant que defensive end, Grégory Rousseau, une des grosses stars de l'année dernière, qui avait récupéré 15,5 sacs en tant que redshirt freshman. Le seul joueur à avoir fait mieux, c'est un petit joueur de l'Ohio qui s'appelle Chase Young, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, du coup, il va rentrer dans sa saison redshirt sophomore, donc sa 3e année. Donc, il est éligible à la draft.
Et donc, malheureusement pour The U, il a décidé de opt-out pour se concentrer sur la draft. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, le Covid et toute la situation sociale du coup dans le pays, il a décidé de opt-out. Donc ça, c'est un gros coup dur pour les Hurricanes. Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'il y a et pas sur ce qu'il n'y a pas. Sur ce qu'il y a, il y a des très bons joueurs de foot, comme Quincy Roche, comme je l'ai dit, le transfert de Temple, qui aurait dû, en tout cas, faire une des meilleures paires du pays pour moi de DN de l'NCA avec Rousseau. Donc, ça sera pas Rousseau, ça sera Jalen Phillips, le redshirt junior. Ce qu'il va falloir aussi regarder, ça va être au poste de linebacker, car à part Zach McLeod, c'est très, comment dire, c'est des gros points d'interrogation. Donc ça s'apparente ça a l'air de se tourner vers Gilbert Frierson, Condra Smith et Bradley Jennings, mais ça reste des joueurs, on va dire, qui ne sont pas des valeurs sûres et pas prouvées, on va dire, des proven stars en tant que joueur universitaire. Derrière, sur leur DB, il va falloir qu'ils s'appuient sur leurs deux grosses stars, Gervon Hall et Al Blades, pour reprendre le flambeau et continuer la dynastie des DB, à Miami. À noter aussi le safety Bubba Bolden, qui est un redshirt junior. J'aime beaucoup ce joueur, je le trouve vraiment athlétique. Pour moi, il sait tout faire en fait. Il couvre bien la course, il couvre bien la passe. Donc moi, c'est un petit joueur que je vais vraiment regarder. C'est un redshirt junior. Potentiellement pour la prochaine draft, je pense que s'il fait une bonne saison, il peut prétendre à être drafté. Donc du coup, on va arriver sur la saison qui nous intéresse, la saison 2020. Et que va faire Miami, c'est la grande question. Du coup, avec leur calendrier, pardon, moi j'en perds un peu mes mots. Donc ils jouent dans l'ordre, ils reçoivent UAB, ils vont à Louisville, reçoivent Florida State, vont à Clemson, reçoivent Pitt, reçoivent Virginia, ils vont à NC State, ils vont à Virginia Tech, ils reçoivent Georgia Tech, ils vont à Wake Forest et ils reçoivent pour finir North Carolina. Donc pour moi, il y a déjà 2 défaites sûres et certaines qui sont à Clemson, à North Carolina. Louisville, ça va être très compliqué, je pense. Et je les vois au moins perdre contre Virginia ou Virginia Tech. Je ne sais pas lequel des deux. Donc je leur vois 4 défaites pour 7 victoires, vraiment dans le meilleur des cas. Pour moi, ça peut aller du 7-4 au 5-6. Pour moi, ça va être ce range-là pour Miami. Donc voilà pour ma preview des Hurricanes. Guillaume, je te remercie. Tu présentes vraiment toutes les facs de Florida, de Floride. C'est quand même assez incroyable, mais en même temps, tu es un peu l'expert du secteur, si on peut dire. On va passer désormais à Virginia pour clôturer cet épisode. Virginia, les Cavaliers qui sont arrivés en finale de conférence l'année dernière et se sont fait littéralement détruire par Clemson. Robin, c'est toi qui nous présente Virginia aujourd'hui. Ouais, comme tu l'as dit, effectivement, Virginia, ils ont fait une bonne saison avec 9 victoires, 5 défaites, donc y compris le bowl perdu face à Florida. Donc ils ont fait 6 victoires et 3 défaites en ACC qui les amènent au ACC Championship Game, comme tu l'as dit, contre Clemson qui perdent 62-17. C'est très dur. Outre ça, c'était quand même une bonne saison. Ils avaient des playmakers, ils avaient tout ce qu'il fallait pour arriver au SEC Championship Game et se faire défoncer par Clemson. Enfin, c'était déjà écrit. Ils perdent leur plus gros playmaker à la draft. Du coup, ils ont perdu Joe Reed, qui était le wide receiver et le retourneur de Virginia. Ils perdent aussi leur QB Bryce Perkins. Bryce Perkins, c'est quand même 6 milliards sur les 2 dernières saisons. Et ils perdent un autre Bryce, c'est Bryce Hall, le cornerback chez les Jets, au 5e tour chez les Jets. Ils ont aussi perdu le defensive tackle Eli Hunback qui était titulaire sur les 4 dernières saisons. Donc ça fait
ça fait quand même pas mal de pertes pour Virginia. À noter aussi que ça va être un peu dur pour les nouveaux arrivants, puisqu'ils n'ont pas fait de spring practice du tout. Ils ont annulé directement avant les autres programmes quand ils ont su que c'était dangereux, etc. Enfin, ils ont annulé totalement les spring practice. Il n'y a même pas eu de quelques semaines. Voilà, ça va être compliqué. Donc, au niveau de l'attaque en quarterback, ça va être le quarterback sophomore Brennan Armstrong, qui était une recrue 4 étoiles pour ESPN, mais seulement 3 étoiles pour le reste des classements. Ou alors ils auront le grade transfert Keaton Thompson qui a moyen de jouer si Armstrong ne performe pas bien cette saison. En running back, ils courront avec leur top coureur de l'année dernière qui est Wayne Tolapapa. Mais ils auront aussi à noter le sophomore qui était en train de bien émerger. C'était Mike Collins, et Mike Collins, il a décidé d'opt-out pour la saison. En parlant d'opt-out, autant faire la liste maintenant, ils ont 4 opt-out. Ils ont Mike Collins, le running back, comme je l'ai dit. Ils ont Dixon, le cornerback. Ils ont aussi Goddard, le wide receiver. Et Aaron Fomi, le defensive tackle. Donc, au niveau des receveurs, ça va être un peu compliqué de remplacer Joe Reed, puisque c'était le top pass catcher. Mais du coup, ils ont quand même pas mal de jeunes qui montent, mais ça va être un peu compliqué pour les faire jouer s'ils n'ont pas eu beaucoup de spring practice. Au niveau de la force de l'équipe, ça va être la ligne offensive. Donc Virginia, il retourne au moins 7 joueurs qui ont été titulaires au moins une fois sur la ligne l'année dernière. Donc il y a eu quand même pas mal de blessures, donc c'est pour ça qu'il y a 7 joueurs qui ont été titulaires au moins une fois. Et en plus, ils auront l'aide de Alex Gellerstedt, j'espère que je le prononce bien, qui a un grade transfert en provenance de Penn State, il me semble. Et c'est Penn State, qui a un grade transfert en provenance de Penn State et qui n'a pas joué l'année 2019 à cause d'une blessure au genou. Donc, en défense, maintenant, passons à la défense. La D-line, elle va être en difficulté, surtout avec Fomi, Aaron Fomi qui a opt-out et qui allait être un peu la star de la défense. Donc, ça va être très dur. Le corps dominant de la défense, ça sera le corps des linebackers. Ça sera Charles Snowden, Zane Zandier et Noah Taylor. Et du coup, c'est les 3 linebackers qui vont être titulaires et qui ont fait, à noter, la plupart des 46 sacs de Virginia l'année dernière. Donc, quand c'est les linebackers qui font la plupart de tes sacs, ça pose problème, surtout au niveau du pass rush. Enfin, bref, ouais, clairement, on en est sûr. Et en ce qui concerne les DB, avec le départ de Bryce Hall, ça va un peu descendre en niveau, mais ça sera quand même correct. On aura Smith et Baker qui vont bien jouer. Et surtout, il y aura de l'aide de Devante Cross. Devante Cross, en 2019, il jouait un peu toutes les positions dans le backfield défensif. Et on aura aussi Brenton Nelson, qui était en 2018 l'ACC Defensive Rookie of the Year. Donc, ça va être une défense dominée par les linebackers avec un peu d'aide des DB. Mais ça va être vraiment dur au niveau de la D-line. Donc le calendrier de Virginia en 2020, il commence avec leur grand rivaux de toujours, Virginia Tech, le 19 septembre. Donc pour moi, ça sera une victoire. Ça va être compliqué puisque c'est toujours des matchs compliqués dans les matchs de rivalité. Ensuite, ils vont à Clemson, pardon. Donc aller à Clemson, c'est une défaite. Ensuite, ils ont NC State, Wake Forest, Miami, Florida, North Carolina, Louisville, Duke, Abilene Christian, Florida State et Boston College. Donc, pour moi, je vois un bilan de 7 victoires, 5 défaites. Sachant que les défaites, ça sera contre Clemson, Miami, North Carolina, Louisville et une autre équipe contre laquelle ils vont perdre. Peut-être un Florida State ou un Duke. C'est probable. Donc, je dirais 7 victoires, 5 défaites. Peut-être même qu'ils vont avoir seulement 4 défaites. C'est pas assez pour aller au ACC Championship Game, puisque on sait tous que ça se jouera entre Clemson et Notre-Dame. Ou peut-être même North Carolina, pardon.
Voilà, une bonne saison pour Virginia en continuité de leur saison dernière, sachant que là, ils n'iront pas au ICC Championship Game, mais c'est quand même leur objectif. Ça serait une équipe intéressante à voir jouer que je vais regarder de plus près cette année. Merci Robin. Eh bien, on vient de clore un très gros chapitre avec l'ACC et l'ACC. Désormais, voilà, vous êtes au courant pour la saison qui arrive. L'ACC qui fait partie des rares conférences à avoir décidé de jouer à peu près en temps et en heure, en tout cas. Comme on vous rappelle quand même les gros titres, Notre-Dame qui s'est ajouté donc à l'ACC et qui participera au match de la conférence et au classement. Et voilà, il y aura surtout un trio de tête, Clemson, Notre-Dame, North Carolina. Enfin, c'est un peu ce qu'on prévoit. Ça va être difficile de faire un gros classement général, mais c'est quand même ce qu'on voit réellement venir. Alors, il nous restera une preview. Ça sera, je pense que c'est sûrement celle qui était le plus attendue, la SEC West, la ACC West. Qui arrivera avec des Alabama, Auburn, qui vous voulez, les plus grosses équipes quasiment du college football, certaines des plus grosses équipes du college football. C'est la prochaine preview et ça sera la dernière parce que la saison a déjà démarré. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est un peu en retard, on va accélérer la montre et puis voilà quoi. Comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos avis. Et surtout, nous dire, vous, si vous avez repéré des équipes qui vous intéressent en ACC ou des joueurs, comment vous sentez la saison qui arrive et si vous êtes d'accord ou pas avec le trio de tête qu'on vous a lâché. Merci à tous.